Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on est parti. Alors aujourd'hui, donc on va vous parler donc toujours de pas de Panorama Suite et donc de la Panorama Suite 2025, mais on va surtout se focaliser là sur une partie qu'on avait un tout petit peu abordée dans notre dernier webinaire, qui est la réalisation d'applications, et de voir comment aujourd'hui on peut réaliser facilement une application en fait ergonomique avec Panorama, et on va surtout vous donner des bonnes pratiques pour le faire. On va pas seulement se focaliser sur le produit, parce que l'idée c'est de vous donner des bons conseils, des bonnes astuces. Ça c'est notamment Julien qui va s'en occuper plus particulièrement, en vous présentant quelques démonstrations. Donc on se présente. Tout d'abord, donc Julien et Charles, on travaille chez Codra au sein de l'équipe marketing. On représente le pôle produit. Donc notre mission c'est d'expliquer le fonctionnement technique de la suite Panorama, pour mieux traduire en fait sa valeur ajoutée auprès des clients finaux et des intégrateurs. Alors je laisse Julien se présenter. Merci Charles. Eh bien bonjour à tous. Donc Julien Éganon, ça fait un peu plus de 15 ans que je suis chez Codra. J'anime tous les web séminaires de près ou de loin. Et donc aujourd'hui je vais vous parler plus précisément eh bien de tous ces petits outils ergonomiques, ces nouvelles fonctionnalités dans la Panorama Suite 2025. Eh bien, merci Julien. Alors quant à moi, donc je suis Charles Tabat, donc je suis responsable du pôle marketing produit. Donc Julien, c'est un peu le pendant, on va dire, produit du marketing produit, et moi je suis un peu plus le pendant marketing. Donc moi je suis plus responsable du discours et sur aussi de la réalisation du contenu, de comprendre effectivement comment faire le lien d'un point de vue marketing entre le produit et sa mise sur le marché. On va maintenant vous présenter Codra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Codra, on est une société spécialisée dans l'informatique industrielle. On a un acteur historique de ce marché. On existe depuis 35 ans. On est une société familiale qui est basée à Massy, dans l'Essonne, en Île-de-France. On est 100% français, aussi bien en termes de capital qu'en termes de R&D, et on se développe à l'international. On a aussi un développement ingénierie. Aujourd'hui, on vous parlait de Panorama, mais on a aussi un développement on a un département ingénierie qui fait du développement à façon. Voilà pour les présentations. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc, un petit rappel très rapide sur la Panorama Suite 2025. Donc, donc Panorama Suite 2025 ou PS25. C'est pas une version de Panorama comme les autres. Elle va s'inscrire dans un moment charnière pour Codra. La PS25, ça correspond à l'aboutissement d'un cycle. Ça achève une logique de développement qui avait commencé en fait en PS 2022, qui s'est poursuivie avec la PS 2023 et qui se termine maintenant avec la PS 2025. Donc ce cycle de développement, il y avait 4 thèmes principaux. Donc on a abordé les 2 premiers thèmes lors du précédent webinaire. Donc c'était la partie développement de l'IHM web et la facilité de développement avec les standards IT. Et aujourd'hui on va vous parler des 2 autres facettes de cette logique, qui était la facilité de construction d'applications et l'ergonomie d'application. Séparer les deux parce qu'effectivement les deux sont complémentaires, mais c'est des sujets qui vont être un petit peu différents. Pour rappel, la PS 2025, c'est une version LTSC. Donc LTSC, c'est une édition de Microsoft, donc qui veut dire Long Term Support Cycle. Ça veut dire que la maintenance du produit, elle est plus longue. Elle va durer 8 ans, donc que les versions habituelles. Et cette version, cette PS25, cette version LTSC, elle va convenir plus particulièrement aux entreprises qui cherchent un environnement stable avec des coûts maîtrisés. En fait, une LTSC, ça permet particulièrement en fait aux entreprises donc d'avoir un coût total de possession, donc en anglais un TCO, qui va être moins élevé. On va avoir moins de coûts de maintenance, une durée de vie prolongée des équipements, moins de formation d'adaptation, et on va pas réévaluer parce qu'en fait on va pas réévaluer de façon fréquente les applications métiers. On va aussi donc avoir un meilleur ROI, un meilleur retour sur investissement. Donc c'est des gains de temps pour l'IT, on gagne en productivité et on réduit les coûts de support utilisateur. Voilà pour une présentation rapide de la Panorama Suite 2025. Donc comment va se dérouler cette présentation? Donc là, on vient de faire l'introduction. Donc la première partie qui sera la construction d'application. La question qu'on va se poser, c'est comment construire plus facilement une application avec Panorama.
Et la deuxième partie, ce sera comment rendre cette application plus ergonomique. Donc on aura à peu près 45-50 minutes de présentation, donc là on devrait finir vers à peu près 11h45, et ensuite on aura 10-15 minutes de questions-réponses. Donc on va alterner, pour faire ça de façon dynamique, on va alterner slides et démonstrations, et pour encore plus de dynamisme, on va vous poser des questions. Vous êtes maintenant habitués avec les webinars Codera, on va vous poser des questions. Voilà, donc les questions vont s'afficher à droite de votre écran dans un système. Alors la première partie, donc construction d'application. L'objectif ici, dans cette première partie construction, c'était de rendre le développement d'applications plus facile, le développement d'applications de supervision. Donc ça se fait en deux axes. Le premier, c'est l'usage moins fréquent des scripts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de vous dire que 2/3 des scripts réalisés par nos clients sont désormais remplaçables par des fonctions natives. Quelques exemples, ça va être les changements de vue principale ou d'incrustation, ça va être l'exécution d'une liste de commandes, ça va être la mise en place d'un GeoSCADA simple, vous avez pu le voir notamment dans le webinar de la fin de l'année dernière, et aussi la mise en place de fonctionnalités BIM simples. Mais les scripts, ils sont toujours nécessaires, on est dans une application SCADA, et quand ils sont toujours nécessaires, ils sont plus simples à mettre en place. On a ajouté un nouveau langage de développement, on a intégré aussi des méthodes de composants. Voilà. Et l'intérêt de construire une application de manière simple, c'est d'avoir un temps de développement réduit et aussi une application plus robuste, donc une maintenance facilitée et qui va être moins nécessaire. Avant de rentrer dans les explications, on est curieux d'avoir votre avis. Donc on vous pose cette question. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les étapes les plus complexes lors du développement d'une application de supervision, une application SCADA? Est-ce que c'est la mise en place de l'acquisition? Est-ce que c'est la mise au point des scripts? Est-ce que c'est la gestion des utilisateurs? Est-ce que c'est la réutilisation des composants pour de nouveaux projets? Ou est-ce que c'est la personnalisation de l'application en fonction des projets? Donc, ça va s'afficher dans le module au-dessus du chat. Ça y est, c'est en cours. Voilà, très bien. Ça fonctionne. Vous êtes maintenant des habitués. Donc, comme toujours, mettez-nous en commentaire. Voilà, si vous avez déjà des questions, si vous n'avez pas utilisé le sondage. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos enjeux, de vos difficultés, de vos objectifs. Ici, nous, on est vraiment dans l'échange. On vous laisse une petite minute pour positionner. Eh bien parfait. Écoutez, on va pouvoir continuer. Merci pour vos retours. Ok, merci Thomas. On pourra en reparler tout à l'heure. Alors, ici, on vous fait un récapitulatif des 3 fonctionnalités clés. On va l'expliquer en détail dans les slides qui suivent. Donc, ça va être le script en C#, les méthodes de composants et le nouveau système de gestion des droits. On vous donne les liens des vidéos Codera Classroom qui sont déjà en ligne. Pour rappel, Codera Classroom, c'est notre plateforme de formation en ligne avec des vidéos pour former à Panorama. Donc voilà, ici c'est juste un rappel, on va pas passer plus de temps dessus, on va entrer directement dans le vif du sujet avec l'intégration du langage C# dans Panorama. Donc au fil des années, l'intégration du langage C#, c'est une évidence pour nous. Premièrement parce que VBScript est un langage qui va bientôt être déprécié. Tout simplement parce que la dernière version date de 2008, ça a été retiré des futures versions de Windows. Le C#, pourquoi C#? Déjà parce qu'il est déjà utilisé en ClassU dans nos développements spécifiques. ClassU pour classe utilisateur, ceux qui connaissent un petit peu Panorama. C'est un langage qui est non compilé et non interprété. Pour nous, il est plus performant. Il y a le typage fort, ça c'est vraiment l'élément très important. Les erreurs de type, elles sont détectables avant exécution, donc ça rend le code plus fiable.
donc plus robuste et plus clair. Donc c'est en grande partie pourquoi on a choisi le C#. Donc ensuite, pour la partie méthode de composants, donc en fait on a ajouté des méthodes sur les modèles de composants. Une méthode, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'actions effectuées en fait sur un objet défini. Cette méthode, elle est codée en C#. Donc voilà, c'est une méthode de composants, c'est directement lié à l'utilisation du langage C#. Et les objectifs de ces méthodes, c'est de simplifier les interactions avec d'autres objets. Donc, au lieu d'accéder directement aux propriétés d'un objet, on peut appeler une méthode qui va gérer l'intégration. Ça permet d'avoir un code qui est réutilisable, qui est maintenable plus facilement, et on a de meilleures intégrations. En fait, on a de meilleures interactions avec le reste de l'application. Et dans les cas les plus complexes, les scripts qui sont liés, ils vont être plus faciles à utiliser. Souvent, un seul script peut suffire. On a moins besoin des classes utilisateurs, donc des développements spécifiques. Et l'orchestration entre les scripts est plus simple. Donc, c'est un gain de temps et un gain de performance. Là, c'est la théorie. On va passer directement à la partie démonstration pour effectivement exprimer ce concept de manière un peu plus incarnée. Donc, Julien, je vais te laisser la main. Ben voici. Et bien pour ces démonstrations aujourd'hui, on va faire 3 démonstrations. Le contexte va être exactement le même pour les 3 démonstrations. Donc je vais déjà commencer par vous présenter le contexte. Partager mon écran. Partager. Hop. J'ai encore un petit attendre qui tourne derrière. Et voici. Donc là on est sur l'environnement de développement de Panorama. Panorama Studio pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup le produit. Et le contexte, eh bien, c'est d'avoir 2 sites qui représentent 2 installations distinctes pilotées dans la même supervision, avec eh bien des vannes. Les vannes, ça parle à beaucoup de métiers différents, aussi bien dans l'industrie que dans la gestion technique des bâtiments. Et nous avons eh bien des vannes qui peuvent avoir une alarme ou pas, avec un libellé, et l'ensemble est visualisé à l'intérieur d'une vue principale avec un petit bandeau de gestion qui nous servira dans les 3 démonstrations et des contenus ici avec la représentation des 3 vannes et les alarmes correspondantes. Donc pour cette première illustration, on va s'intéresser principalement aux composants, donc aux composants vannes, leur représentation, le comportement de la vanne dans mon application de supervision. Donc ce que nous avons habituellement, nous avons au niveau des vannes eh bien, une notion de commande. Je vais chercher à ouvrir ou à fermer ma vanne, à visualiser son état ouvert ou fermé au travers d'un état booléen qui est représenté ici. Par contre, d'un point de vue maintenance, utilisabilité, tout ce qui va être interférence des différents utilisateurs, eh bien, si plusieurs personnes cherchent à ouvrir ou fermer la vanne en même temps, on va avoir des commandes antagonistes sur le système. Aussi, d'un point de vue maintenance, si je veux pouvoir gérer ces contrôles et ces actions antagonistes au sein de mon composant, eh bien, je vais avoir plusieurs sous-objets qui vont être définis. Je vais devoir me repencher sur comment est fait mon composant pour pouvoir l'améliorer. Alors que là, on va ajouter des méthodes de composants. Donc, ça va être des méthodes, des appels de script, comme l'a dit Charles tout à l'heure, en C#, qui permet aussi d'illustrer cette nouvelle fonctionnalité C# dans Panorama, qui va me permettre, eh bien, de simplifier l'interface de mon composant pour pouvoir aussi donner des informations et des facilités pour les personnes qui vont reprendre l'application, que ce soit moi plus tard ou carrément d'autres personnes de la maintenance d'une autre équipe, d'une autre entité. Donc pour ce faire, on va éviter d'aller piloter directement la propriété open de la vanne, mais je vais plutôt demander à la vanne de s'ouvrir ou demander à la vanne de se fermer. Et donc on a une nouvelle interface dans les composants Panorama, c'est les méthodes de composants. Donc là, il me dit je n'en ai pas, forcément, j'en déclare une nouvelle, une méthode qui va s'appeler non pas open mais plutôt opening. Elle ne renverra rien et en paramètre il n'y aura aucun paramètre. Je peux aussi définir différents paramètres sur ma méthode. Donc on retrouve cette interface qui est toujours générique dans Panorama. Il est important aussi de documenter son application. Donc par exemple demande ouverture van, ce qui me permettra aussi dans les scripts qui vont appeler cette méthode-là, et bien d'avoir une description de ce que fait la fonction. Je vais dupliquer cette méthode et en faire une demande de fermeture. Hop, je vais faire un deuxième ordre d'apparition pour essayer de lister ou ordonner
mes vannes, mes actions. Et donc ensuite, je vais pouvoir directement basculer sur la méthode de composant. Et donc là, je vais avoir un éditeur, alors certes qui est un petit peu plus lourd que VBScript à s'ouvrir. On va le voir pourquoi aussi. Il a d'autres avantages. Donc je vais chercher à pouvoir piloter l'ouverture et la fermeture de ma vanne. Donc on va partir par exemple sur l'écriture de la méthode d'ouverture. Donc on est typiquement sur du script C#, donc c'est de l'écriture C#, c'est légèrement différent que le VBScript. Ça a l'avantage et l'inconvénient d'avoir un typage fort. On va voir qu'on a utilisé, on a construit des choses pour pouvoir faciliter, réduire ces inconvénients et donner davantage de force à ces avantages. Donc pour une demande d'ouverture de vanne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà chercher à vérifier s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui commande ma vanne, d'une part, et d'autre part, je vais aussi temporiser l'ouverture de la vanne pour être bien sûr que ma vanne est finie de s'ouvrir avant de pouvoir donner un autre ordre. Voilà, on peut imaginer bien sûr des choses plus sophistiquées. Donc on va utiliser le code C# pour pouvoir compléter le comportement de notre vanne. Donc j'ai utilisé des propriétés internes de l'objet, des choses que l'on retrouve alors habituellement en programmation C et C# avec ce qu'on appelle un sémaphore. C'est donc une vérification du verrouillage de mon objet. Si cet équipement n'est pas déjà verrouillé, eh bien la première chose que je fais, je vais le verrouiller pour moi, donc personne d'autre ne pourra entrer dans cette partie du code. sys.lock égale true. Voilà, on a une syntaxe avec des incollades, avec des points-virgules à la fin des commandes. C'est une nouvelle habitude à prendre. Je vais chercher à ouvrir ma vanne, donc effectuer la commande sur l'équipement. Je vais attendre 2 secondes. Donc là, j'ai la méthode PNSTY, de la même manière que nous l'avons déjà, qui existe déjà en VBScript. Je vais attendre par exemple 2 secondes que ma vanne soit ouverte, et ensuite je vais relâcher le verrouillage en reprenant cet élément-là. Voilà. Donc si personne n'est déjà en train d'utiliser mon composant, je le réserve, j'ouvre la vanne, j'attends 2 secondes et ensuite je le libère. Et pour la fermeture, on va faire la même chose dans l'autre sens. Je vais demander la fermeture de la vanne. Et voilà. Donc en termes d'intégration, en termes de commande, c'est beaucoup plus facile d'aller travailler sur cette interface-là en tant que développeur d'application. Par contre, en tant qu'instanciateur d'application, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir aller directement piloter. On va le voir ici dans nos scripts de pilotage, d'utilisation de l'installation. Par exemple, on pourra le comparer juste après, un nouveau script C qui va être comparé au script VBS correspondant avec la même construction. Je vais pouvoir, dans mon script C# de ma vue, aller chercher à piloter beaucoup plus facilement mes vannes, sans devoir construire des choses autour de la gestion de ces vannes, puisque tout est géré à l'intérieur même de la vanne. Donc c'est beaucoup plus facile, comme le disait Charles, à développer et surtout à maintenir. Donc par exemple, je voudrais mettre en sécurité mon installation, je voudrais ouvrir la vanne 1, attendre qu'elle soit ouverte, et ensuite fermer la vanne 2 pour mettre en sécurité, mettre dans un état initial. Donc en C#, on va aller pointer sur les objets, avoir une référence. Donc on utilise le petit mot-clé, par exemple var, qui permet de récupérer automatiquement le type de l'objet que l'on va récupérer, puisque le typage est fort, d'accord, c'est contraignant. Ça va permettre d'accéder à plein de propriétés sans avoir des difficultés d'écriture ou de syntaxe, puisqu'on va avoir une aide, on va avoir une assistance de notre outil. Par contre, pour aller chercher le type d'objet, c'est un petit peu embêtant. Alors on a créé un assistant qui nous permet d'aller chercher, par exemple, ma vanne, non pas en relatif, mais en absolu. Je vais aller chercher ma vanne et j'ai quelque chose qui va me construire la syntaxe dont j'ai besoin. Je vais construire la vanne 1, je vais construire la vanne 2 et la vanne 3, puisque j'ai 3 vannes dans mon installation, et je vais aller chercher vanne 2, 23, ici vanne 2, ici vanne 3. Et là, l'interpréteur a déjà compris que j'ai fait une faute ici, puisqu'il va aller rechercher en direct, la 23. Sauf que la 23 n'est pas sur mon site 1, elle est sur mon site 2. J'ai vraiment une aide à la vérification, chose qu'on n'a pas du tout en VBScript, on va le voir juste après. Et ensuite, je vais manipuler des objets. C'est aussi l'avantage, quand on reste dans la philosophie panorama. Van 1 point, et là, je vais demander opening.
que me fait opening, eh bien c'est une demande d'ouverture de vanne, exactement ce que j'ai renseigné dans mon commentaire. Et je ne cherche pas à aller plus loin. C'est le comportement d'ouverture qui va faire les cas de sécurité, la vérification du bon fonctionnement. Ensuite, je vais attendre par exemple 2 secondes. Je vais attendre 2 secondes, peut-être 3, parce que je sais que dans mon composant, je vais avoir ça. Ensuite, si ma vanne 1 est ouverte, eh bien dans ce cas, je vais chercher tout simplement à fermer ma vanne 2. Et là, on a vraiment toutes les notions d'assistance, d'autocomplétion qui sont disponibles dans le VB-Script. Ensuite, je vais faire un P de la même manière que j'aurais dans un Visual Studio et non pas dans le VB-Script. J'ai par exemple un message en disant progression ou étape 1. Je fais un message box avec vanne 1. Je sais qu'elle est ouverte, virgule, vanne 2 en cours de fermeture. Voilà. On peut imaginer des choses bien plus sophistiquées, bien sûr. Là, l'idée, c'est uniquement de pouvoir illustrer la chose. Ah, j'ai un petit vanne2.open, parce que c'est sensible à la casse, le C#. Et voilà, et donc là, je suis à peu près sûr que mon script va fonctionner. Maintenant, je vais le comparer à exactement la même chose que j'aurais pu faire en VB-Script. Ça tombe bien, c'est prévu dans la démo. Donc là, j'ouvre l'éditeur de scénario VB-Script. On a exactement le même comportement, mais qui est codé en VB-Script. Et bien là, tout d'abord, je ne détecte pas cette erreur, puisque tout simplement, j'ai une chaîne de caractères et la gestion d'un PNGetObject nécessite une chaîne de caractères et j'ai fait une erreur. Le VB-Script ne va pas détecter cette erreur. Voilà, l'appel à v1.closing ne génère pas d'erreur, mais je ne peux pas appeler une méthode de composant depuis un VB-Script. Et ensuite, eh bien, les erreurs classiques que nous faisons tous, ce sont les erreurs de syntaxe. Eh bien, je cherche à à ouvrir par exemple ma vanne 2. Eh bien là, j'ai inversé le i et le n et je n'ai aucun moyen, aucune alerte sur ce dysfonctionnement. Et donc, in fine, je vais avoir détecté cette erreur au moment où je vais chercher à tester ou à lancer mon script. Donc, le fait d'utiliser un script et des méthodes C# vous facilite énormément la construction et la maintenance de votre application. Voici pour cette première présentation. Je vous retrouve juste après pour une deuxième démo. Bien, merci beaucoup, Julien. Donc, on va reprendre le partage de l'écran. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon, on est reparti. Merci Julien pour cette démo. Donc, avant de passer à la deuxième démo, on va parler rapidement de la gestion des droits. Alors, qu'est-ce que la gestion des droits? Eh ben, ça permet de gérer plus facilement les utilisateurs. C'est-à-dire que désormais, les utilisateurs, les droits d'accès peuvent être gérés selon les zones géographiques et les métiers des opérateurs. Donc, ça permet un filtrage par vue d'IHM, desktop ou web, filtrage des alarmes. Donc, la gestion des droits, ce sont des restrictions précises d'accès, c'est-à-dire que seuls les utilisateurs choisis auront accès à certains endroits et ça permet de renforcer la sécurité de l'application. Et la configuration, surtout, mais maintenant est plus simple, plus rapide. Avant, on avait une matrice d'utilisation et aujourd'hui, cette matrice, elle est plus simple à réaliser. Bien entendu, cette configuration reste optionnelle, c'est-à-dire qu'un objet qui ne reçoit pas de restriction sera accessible à tous les utilisateurs de l'application. Voilà. Donc, pour vous présenter ça, on va faire une deuxième démonstration. Julien, je t'en prie. Et nous avons donc notre deuxième démo, qui reprend le même contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, avec une gestion des utilisateurs au travers des zones et métiers. Donc là, dans un premier temps, je vais vous parler de la partie, la manière dont on pouvait faire avant pour la gestion de zones et de métiers, et donc de restreindre des parties de l'application en fonction des utilisateurs. Donc nous avons toujours cette fonctionnalité de gestion des niveaux d'accès qui permettent de passer des commandes ou de restreindre des commandes, mais nous avons aussi la notion d'affichage. Et là, toute la notion d'affichage des différents éléments, mais bien se fait au travers des mécanismes traditionnels de panorama. Donc j'ai ma vue principale qui est disponible ici. On voit que j'ai une fenêtre d'alarme. J'ai affiché ici un petit filtre qui permet de filtrer la fenêtre d'alarme, et en haut à droite une gestion forcée des utilisateurs, ce qui m'évite de saisir un login mot de passe. Donc l'utilisateur 1 par défaut, eh bien il a accès au site 1.
L'utilisateur 2, il a accès au site 2 et à l'hydro, à la partie hydro de l'installation et non pas à la partie ELEC. Et l'administrateur, eh bien lui, il a accès à tout. Donc il a le site 1, le site 2 et l'ensemble des alarmes. Donc pour ce faire, on a construit des petits comportements qui sont peut-être un petit peu fastidieux, un peu longs à construire. On va les voir juste après côté Panorama Studio, et surtout, il faut intégrer ces comportements-là de gestion des utilisateurs, en plus des éventuels filtres ou comportements que l'on voudrait ajouter, par exemple sur la fenêtre. Donc ça demande différents niveaux d'implication, et surtout bien une maintenance difficile, une reprise aussi qui est difficile dans l'utilisation des composants ou des différents éléments dans l'application. Ça c'était avant. Donc en pratique, je vais aller voir ce qui se passe dans la vue principale. Ah non, pardon. Je vais déjà vous présenter rapidement comment sont gérés les utilisateurs. Donc les différents profils d'utilisateurs, ils sont ici. Donc pour l'instant, je ne gère pas des sites, des zones et des métiers, je ne gère que des niveaux d'utilisateurs. Et en fonction de la connexion de mon utilisateur, eh bien je vais rendre visible des propriétés booléennes qui vont m'impacter eh bien à la connexion de l'utilisateur, la visibilité de certains éléments. Donc par exemple, on va le voir ici. Je vais, en cas d'utilisateur 1, eh bien, je vais aller afficher les éléments d'hydro et du site 1, tandis que l'utilisateur 2, je vais chercher à afficher les éléments du site 2 et les éléments hydro, alors que l'admin a accès à tout. Eh bien, tout ça, j'en ai plus besoin. Tout ça sera transparent dans l'application avec la nouvelle gestion des zones d'utilisateurs. Donc là, je force juste la connexion d'un utilisateur quand je clique sur l'élément. Par contre, il faudra juste que je recharge soit la vue principale ou soit que je recharge mon contexte pour que les effets de ce changement d'utilisateur au niveau des zones et métiers soient effectifs dans ce qui est affiché. Tout ce qui se passe après cette action sera pris en compte. Donc on demande un rafraîchissement de la vue pour prendre en compte ces modifications. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va être modifié dans la gestion des zones et métiers, eh bien, c'est mon filtre sur ma fenêtre d'alarme. C'est-à-dire qu'à la connexion d'un utilisateur, eh bien, si mon profil change, je vais devoir refiltrer ma fenêtre d'alarme. Donc là, pareil, on a un script un petit peu compliqué en VBScript. Hein, c'est pas très compliqué, mais ça prend du temps toujours de le faire. Donc ça, eh bien, on n'en aura plus besoin. On va plus filtrer la fenêtre d'alarme en fonction de ça. Donc je supprime carrément mon script. D'ailleurs, je vais plus supprimer aussi la petite incrustation de mon libellé de script. Et je vais remplacer mes vannes de manière simple, des anciennes vannes par les nouvelles. Hein, la différence, c'est que je n'ai plus cette association de zones et métiers que je vais avoir dans les vannes anciennes. Je vais les associer au niveau du métier ici, dans cette partie-là. Et ils vont plus avoir d'animation de visibilité et de masquage en fonction du booléen de mon poste d'exploitation ici. Donc pour ce faire, je remplace très rapidement les éléments par les nouveaux ici dans l'application. Je rends absent les anciens et présent les nouveaux, ce qui va me faciliter la chose. Voilà, donc là, je vais avoir la gestion des métiers. Maintenant, pour la gestion des zones, eh bien, elle se fait au sein de l'application, au sein de l'arborescence de ma zone, de mes unités. Donc, chaque nœud de l'application peut avoir une ou plusieurs zones associées. Donc, pour le site 1, eh bien, je vais associer, pour le site 2, pardon, je vais associer le site 2. Pour le site 1, je vais associer le site 1. Et cela va avoir un impact sur la visibilité des éléments de cette unité dans toute l'application, puisque je vais avoir des alarmes qui vont apparaître dans l'unité 1 main alarme, mais comme c'est lié à la zone et au métier, ces éléments-là sont dynamiquement affichés et masqués. Et enfin, il faut que j'ajoute bien sûr le comportement. Le comportement, alors tout d'abord, je vais pas oublier de réincruster correctement les nouvelles vannes dans ma vue. Hop. 22 et 21. On va les mettre dans l'ordre de gauche à droite. On a plutôt une culture occidentale. Et je dois ajouter sur la gestion des profils, eh bien les zones et métiers qui vont bien. Donc sur l'ELEC, eh bien il va avoir les zones 1 et 2, mais je ne vais pas m'en servir ici. ELEC, pardon. Et les zones pour hydro, je vais choisir aucune zone, et les zones et métiers vont se cumuler, hydro
Le site 1, j'aurai accès uniquement au site 1. Et les profils du site 2 auront accès uniquement au site 2. Voilà. J'ai choisi cette organisation. On peut bien sûr construire des choses de manière complètement différente. Je vérifie que j'ai pas fait de petites erreurs au démarrage. Et normalement, je prends 10 secondes de plus pour être sûr que je n'ai pas de soucis. Et donc on retrouve cette répartition dans la gestion des privilèges des différents profils. Si je relance mon application, je vais avoir des choses qui sont masquées directement, complètement disponibles. On l'a voulu dans la construction pour vraiment avertir le développeur d'application que dans ce cas, l'élément n'est pas accessible. C'est pour ça qu'on va avoir des petites incrustations invalides au démarrage. Par contre, si je me connecte en tant qu'utilisateur 1, site 1, Hydro, eh bien, j'ai les éléments du site 1, les alarmes du site 1. Si je me connecte en utilisateur 2, j'aurai les éléments du site 2 et les alarmes du site 2. Et si je me connecte en admin, j'aurai le site 1 et les sites 2 et toutes les alarmes. Bien. Pour éviter d'avoir une incrustation qui nous montre un état invalide, il suffit de masquer le comportement d'invalidité de l'incrustation. Voilà pour cette deuxième démonstration. Je vous rejoins juste après pour la troisième. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Voilà, c'est reparti. Voilà. Donc, merci pour cette deuxième démonstration. Donc, voilà pour la partie développement. On va passer maintenant à la partie ergonomie. Voilà. Alors, l'objectif de cette partie, de ce travail, c'est de disposer d'une application ergonomique pour tous les utilisateurs. Chez Codera, on considère que le design est indispensable dans une application d'informatique industrielle. Donc, il faut intégrer le design UI UX au sein de ces applications. Pour rappel, qu'est-ce que le design UI UX? C'est l'ergonomie globale d'une application. UI pour User Interface, l'interface utilisée. UX pour User Experience. Donc, c'est le parcours d'utilisateur au sein de l'application. Donc, là aussi, l'objectif était à deux axes. Le premier, c'est de développer des applications exploitables pour toutes ces équipes, pour toutes les équipes du client. Donc, les applications doivent s'adapter aux besoins spécifiques des différents utilisateurs et ainsi l'adoption de l'application auprès des utilisateurs est facilitée. On a une formation qui va être plus rapide. Une application plus ergonomique, c'est aussi une application plus performante. Donc, ça veut dire que, avec une plus belle application, les équipes sont plus réactives sur le terrain, la supervision de manière générale est plus efficace et la gestion des installations est optimisée. Une dernière question, deux plutôt, à vous poser. Voilà, donc les questions vont s'afficher dans le panneau. Voilà. Quelle bonne pratique UX mettez-vous en place et est-ce que vous travaillez déjà avec des prestataires en ergonomie? On continue, donc comme la dernière fois, donc c'est une slide qui rappelle effectivement les fonctionnalités clés de l'ergonomie d'application. Donc ici, ça va être le système design et l'IHM Web. On va là aussi avancer sur le sujet. On va en parler sur les prochaines slides. Et ici aussi, on vous place une vidéo Codera Classroom, donc sur la partie système design. Alors, le système design. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir des IHM qui vont être plus ergonomiques. Donc, maintenant, avec Panorama, il est possible d'utiliser des thèmes graphiques. On va avoir un choix large en termes de couleurs et de police. Ce sont aussi les contrôles, ce ne sont pas que les vecteurs. L'objectif, c'est d'harmoniser l'application, donc d'avoir un cadre structuré qui facilite le développement d'applications qui vont être plus cohérente. La modification va être dynamique, on va pouvoir faire une gestion en temps réel et tout simplement ici c'est l'amélioration de l'UX, donc avec une maintenance plus facile. Et là effectivement je pense notamment à notre public d'intégrateurs présents dans ce webinaire. Donc, trêve de bavardage, on va passer là encore à une démonstration pour vous montrer ces thèmes graphiques. Et on va avoir une application
dans Panorama avec eh bien ici une gestion des thèmes. Donc on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si je suis administrateur de ma machine, je vais avoir plein de choses qui s'affichent. Les thèmes, eh bien déjà le premier retour d'expérience, comme disait Charles, c'est les gens ont tendance à tout simplement normaliser leur application, puisqu'on va faire référence à des couleurs précises, non pas par leur identification de couleur, mais par leur nom d'usage, la couleur du texte, la taille de police titre 1, etc. Donc tout va être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus organisé, beaucoup plus clair dans l'application. On sera plus à avoir utilisé 3-4 polices différentes avec des tailles qui sont un petit peu hasardeuses. Tous les éléments deviennent normalisés, c'est les premiers retours qu'on a via l'utilisation de ces références. Ces références, elles permettent donc de construire les contenus visuels panorama, tels que les dessins de vannes par exemple, les organisations. On va retrouver ça aussi dans les styles pour les fenêtres d'alarme. Mais aussi et surtout, l'avantage, c'est que tous les contrôles panorama s'appuient aussi sur ces éléments-là. Donc, par exemple, si je change de thème ici, je passe sur un thème sombre, eh bien, le contenu du contrôle s'adapte à la référence des couleurs que j'aurais changé. Et donc, pour ce faire, on va voir par exemple l'ensemble des contrôles disponibles. Donc, j'ai fait un composant pour ça, pour pouvoir identifier les différents éléments dans Panorama qui nous permettent de visualiser tous les contrôles via ce changement de style. On voit donc que les listes, les contrôles, les cases à cocher, les sélections de date, heure, la programmation horaire, les fenêtres d'alarme. Par contre, eh bien, les contrôles de type visionneuse ne permettent pas de changer dynamiquement la couleur. Le contrôle ne le permet pas, donc on n'a pas pu s'adapter. Et le contrôle de navigation web, eh bien, dépend du contenu web que l'on affiche et non pas du contrôle en lui-même. Là, ce sont les deux exceptions que j'ai relevées sur le comportement. Ensuite, pour mettre au point eh bien, un système design, je vais avoir besoin d'identifier un petit peu toutes les superpositions que l'on souhaite avoir dans notre thématique de couleurs pour vérifier la lisibilité des différents éléments. Et bien là aussi, j'ai fait une vue pour pouvoir mettre au point mes différents thèmes graphiques dans mon application. Donc globalement, on va avoir des couleurs de fond, donc plutôt uniformes, qui permettent de séparer les différents ensembles, les couleurs d'action, et les couleurs qu'on va appeler les couleurs de recouvrement, donc les polices de caractère et différents états de fonctionnement de l'installation. Donc ici sur la droite, on a la liste complète de toutes les valeurs qui sont prévues à la base dans le système design. Vous pouvez en ajouter, bien évidemment, on le verra juste après dans la partie développement. Et j'ai mis en évidence avec des petits points rouges les éléments nécessaires à la distinction et à la lisibilité de mes différents thèmes. Et donc quand je change de thème, que ce soit là ou là, eh bien je vais vérifier, m'assurer que ces différents éléments ont un contraste élevé, une certaine lisibilité pour les différents opérateurs. On va retrouver aussi par exemple un contraste élevé. Alors, je suis en plein soleil en extérieur, puisque je suis un technicien en itinérance. Je suis en extérieur, mais la nuit, eh bien, je vais avoir plutôt besoin d'avoir quelque chose qui me permette d'intervenir, par exemple dans le noir. Je fais un relevé des chauves-souris dans un local, par exemple. Et les thèmes classiques, le thème clair et le thème sombre. Voilà, des choses qu'on va retrouver. Voilà. Une fois que ces thèmes sont mis au point, il est très facile de les utiliser. Pourquoi? Parce que on va les avoir dans notre arborescence Panorama, et même dans Panorama Studio, on va pouvoir switcher sur les différents éléments. Si je vais, par exemple, ici sur la partie contrôle que je vous ai présenté en runtime tout à l'heure, eh bien, je peux visualiser aussi cela directement dans Panorama Studio. Voilà. Et cette définition, elle est faite au niveau des thèmes graphiques. Donc pour un thème donné, systématiquement j'ai le thème défini, me sert de référence, c'est-à-dire que toutes les modifications ou les ajouts que je vais faire dans ce thème-là vont être reportés sur les différents éléments. On le voit à travers les propriétés de couleurs et de police de ce thème par défaut. On va les retrouver dans tous les autres thèmes graphiques. Ici. Mais si j'ajoute par exemple une couleur supplémentaire, Custom Color 1 par exemple, eh bien je vais l'avoir ici qui va apparaître dans les différents thèmes. Donc vraiment mon thème par défaut me sert de structure pour construire les données, et tous les autres thèmes me permettent eh bien de personnaliser chacun des éléments que j'aurais déclarés dans le thème par défaut. On a une autre possibilité dans Panorama que personnellement j'ai pas encore mise en œuvre, qui est la déclinaison pour certaines vues, pour certains éléments, d'une surcharge
d'un thème. Par exemple, j'ai une vanne et je voudrais représenter le fluide qui passe à travers cette vanne. Et bien, en fonction du type de fluide, je vais plutôt appliquer un système de design system adapté. Par exemple, c'est de l'eau claire, c'est de l'eau usée, pour ce qui va être du monde de l'eau. Par contre, pour le mode hospitalier, on peut définir que c'est de l'azote, de l'oxygène, ce genre de choses. Je ne vais pas chercher à reconstruire ma vanne pour cet élément-là, pour cette distinction. Je vais juste appliquer un système design particulier pour cette vue. Voilà pour cette dernière présentation. Je vous invite à poser vos questions complémentaires. J'en ai vu défiler, on les traite à la fin. À tout à l'heure. Bien, merci beaucoup Julien pour cette dernière démo. On sait que c'est un peu dense, hein. J'ai vu que effectivement, vous inquiétez pas, hein, tout ça sera enregistré. Vous allez pouvoir les revoir sans aucun problème. Voilà, donc quelques derniers points avant de terminer. Donc on va avoir ici, excusez-moi, une amélioration significative des capacités sur la partie IHM Web. Effectivement, la partie IHM Web dispose de nouvelles fonctionnalités. On va par exemple avoir un afficheur vidéo Genetec. On va pouvoir aussi gérer un GeoSCADA. On aura des courbes supplémentaires avec l'outil panneau chart et bien sûr on aura aussi des thèmes graphiques. Et les performances de l'IHM Web ont été améliorées. Aujourd'hui, voilà, on peut considérer que les vues, elles sont entre 2 et 6 fois plus rapides par rapport à la PS 2023. Ensuite, pour la partie BIM, alors on aurait voulu vous présenter une petite démo de BIM, mais le temps nous a un peu manqué. Mais sachez que voilà, nous on croit beaucoup au BIM comme un outil indispensable en fait des applications SCADA, et c'est pour ça qu'on a décidé de le rendre accessible à tous. Donc on va intégrer nativement des fonctionnalités qui permettent d'exploiter les données BIM dans une application de supervision. Ces fonctionnalités, on va par exemple avoir des imports de données BIM dans une application, modifier l'affichage des objets, établir une liste d'objets à ne pas charger pour un affichage plus rapide. Voilà, donc il y a pas mal de fonctionnalités, on les détaille pas, mais on ne détaille pas aujourd'hui, mais on vous en parlerait avec plaisir. En conclusion, eh bien, un petit résumé des bonnes pratiques de développement, aussi bien avec ou sans Panorama. La première chose, c'est de mettre en place des comportements globaux sur les équipements, ne pas avoir à tout refaire dans une notion de scalabilité. Aujourd'hui, vous utilisez votre application SCADA pour un bâtiment, peut-être demain ce sera 2, 3, 4, 5. Ensuite, limiter les accès depuis la gestion des utilisateurs et non depuis l'application. Ça permet une gestion des comportements plus facile et donc une application et un système qui va être mieux sécurisé. Ensuite, c'est d'intégrer les thèmes graphiques dès le début de la construction de l'application. Ça permet une application qui est plus adaptable. C'est du travail au début, mais ce sera du temps gagné en fait à la finale. Et enfin, utiliser la maquette BIM en dehors des aspects architecturaux. Voilà, on n'a pas eu le temps de développer plus le sujet, mais c'est une vraie plus-value. Il faut vraiment élargir les usages au-delà de la conception, mais aller vraiment vers de l'exploitation de la maintenance. En CVC, par exemple, vous allez pouvoir visualiser plus facilement les températures. Pour la sûreté, vous allez pouvoir localiser mieux les caméras, les portes fermées. Et en maintenance, c'est trouver plus facilement les pannes. Donc, aussi bien dans les équipements que dans les pièces. Voilà, nous vous invitons à venir découvrir notre showroom dans nos locaux de Massy. Justement, on a mis en place en fait une maquette BIM et vous allez pouvoir voir ses usages en temps réel. Et on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour un futur webinaire où on vous en parle bientôt avec un nouveau sujet fort intéressant pour vous, on l'espère. Merci à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt.